Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition du mercredi 10 novembre. Donc aujourd'hui nous recevons François Dubet. Ce sociologue né en 1946 est considéré par certains comme réformiste et comme quelqu'un qui cherche à réformer le système éducatif français. Il en parle d'ailleurs dans son troisième roman qu'il vient aujourd'hui nous présenter, La préférence pour l'inégalité. Donc tout d'abord bonjour François Dubet et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, vous avez sorti votre essai La préférence pour l'inégalité en septembre 2014, donc aux éditions du Seuil et La République des idées. Et même si le livre date depuis quelques années, je pense qu'il est toujours d'actualité. Donc à la toute fin de votre introduction, vous dites « Face à la difficulté de l'exercice, ce livre est moins une réponse qu'un essai ». Oui, effectivement, même si je n'utilise pas le pronom personnel « je », j'utilise le « nous » pour m'inclure en tant que membre de la société. C'est vrai que c'est plutôt subjectif parce que je vais donner mon avis et je vais émettre plutôt des propositions pour faire avancer les choses, pour réduire les inégalités parce que comme vous l'avez dit, effectivement, dans les pays développés, il y a beaucoup d'inégalités. Donc oui, tout d'abord, mais on va aborder ce sujet un peu plus tard dans l'émission. Donc juste avant, on va parler un petit peu de vous. Donc vous êtes un ancien professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux. C'est ça. Et donc vous êtes l'ex-directeur aussi des études à l'EHESS. Donc vous êtes beaucoup basé sur des recherches autour des inégalités au sein de l'éducation française. Et dans votre roman, justement, vous parlez d'autres inégalités. Oui, tout à fait. J'ai toujours pensé que le système éducatif français doit être démantelé. Effectivement, il y a beaucoup d'inégalités en France dans différents secteurs, dans différents domaines. Et je pense qu'il était important de mettre au clair tous ces déséquilibres. Donc on va commencer par éplucher votre livre. Donc dans l'introduction, vous évoquez rapidement les causes des inégalités et le choix justement pour ces inégalités-là. Et donc vous exposez aussi la crise des solidarités. Donc est-ce que vous pouvez qualifier ce terme s'il vous plaît? Alors effectivement, en France, on fait le constat que les sociétés, elles sont plurielles, les sociétés, elles sont ouvertes, elles sont individualistes et qu'elles font toutes face à une crise des solidarités. Alors comment je pourrais définir la crise des solidarités? Je dirais que c'est le manque d'attachement aux liens sociaux qui nous font vouloir l'égalité de tous, y compris de ceux que l'on ne connaît pas. D'accord, mais autour de quelle problématique vous avez construit cette réflexion? Je dirais que ma réflexion s'est construite autour de la problématique dans quelle mesure pouvons-nous construire une solidarité pour augmenter l'égalité sociale. Donc vous avez fait le choix de diviser votre argumentation en 4 parties. En plus, à l'intérieur de cette argumentation, vous mettez beaucoup d'exemples de la vie quotidienne ainsi que énormément de citations d'autres sociologues. Donc, vous avez intitulé le premier chapitre « Le choix pour l'inégalité ». Donc pourquoi ce titre si marquant? J'ai voulu prouver qu'on vivait tous dans une société qui était totalement inégalitaire. Tenez par exemple, il y a des inégalités dans le secteur du logement. Les prix fonciers sont en fait le choix d'une séparation. On va retrouver dans les centres-villes un embourgeoisement et à contrario, dans les quartiers en périphérie, on va retrouver toutes les inégalités qui sont concentrées, l'échec scolaire, les aides sociales, le chômage. Donc, autre que les inégalités de logement, vous parlez aussi des inégalités à l'école. Donc, comme démontré explicitement dans ce livre, on souhaite tous l'égalité des chances, mais en réalité, c'est une production et une reproduction de ces inégalités. Donc, est-ce que vous pouvez développer cette idée? Tout à fait. On remarque que les parents cherchent à ce que leurs enfants réussissent mieux que les autres. Alors comment? Ils vont chercher à se différencier en choisissant des filières différentes, des disciplines différentes, des formations universitaires différentes, même des établissements différents. Et tous ces clivages vont augmenter les inégalités dans le système éducatif. Effectivement, en fait, tout mène à penser que les groupes sociaux qui tirent avantage de ces inégalités n'ont aucun intérêt à les changer. Tout à fait. Donc, dans le second chapitre intitulé « La solidarité comme condition pour l'égalité », vous développez l'idée que pour réduire les inégalités, il faut rechercher beaucoup plus la solidarité. Oui, tout à fait. Et je vais d'ailleurs vous lire un extrait où je donne justement une définition. Nous pouvons parfaitement admettre que les habitants d'un pays lointain sont nos égaux, sans nous sentir obligés de faire le moindre sacrifice en leur faveur, sous le coup de l'émotion et de la compassion d'un sentiment de commune humanité.
Nous nous mobiliserons, nous ferons un don en choisissant les destinataires et la cause défendue. Mais il sera bien rare que nous nous engagions dans la durée et sous la forme d'une obligation. Au contraire même, le don sera la manifestation de nos convictions et de notre liberté, ce qui lui confère sa grandeur. Mais la solidarité, au moins dans le cadre national, n'est pas définie par le don et la générosité, elle l'est par le partage quotidien, par tout un ensemble d'obligations, de dettes et de créances en faveur de ceux que l'on ne connaît pas, mais dont on se sent responsable. Mais sur quoi repose cette solidarité? Alors la solidarité, elle repose sur 3 piliers. Donc l'interdépendance des activités économiques, la renonciation à la propre violence, donc par les accords politiques, et la fraternité. D'accord, mais cependant, d'après des sondages et des études, les Français ont le sentiment d'un malaise profond dans la solidarité. Donc, quelles peuvent en être les causes? La cohésion sociale est menacée par la crise, par les extrémismes religieux et par l'individualisme. Donc, nous allons passer à la troisième partie de ce livre que vous avez intitulé De l'intégration à la cohésion. C'est ça. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué une définition de la solidarité, mais dans ce chapitre-là, vous l'adaptez justement en termes d'intégration. Oui, tout à fait. Donc la solidarité en termes d'intégration cette fois-ci repose sur 3 socles. Donc on peut citer le travail, le rôle des pouvoirs publics et la nationalisation de la société. Très bien, mais justement, quand vous me parlez de nationalisation de la société, ça me fait penser à un passage de votre livre. Alors que l'idée de société peut sembler relativement abstraite, elle prend chair et acquiert une force imaginaire incomparable quand elle est aussi perçue comme la nation. Là encore, le modèle français de l'intégration paraît avoir été original et particulièrement solide. La société nationale a été constituée comme l'emboîtement ou l'intégration de plusieurs éléments, donc une culture nationale, une économie nationale et une souveraineté politique. Donc vous développez aussi les liens étroits entre la solidarité et la cohésion sociale. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, la cohésion sociale que je définis comme une production continue qui résulte de plusieurs faits comme les politiques publiques, le capital social et la confiance. Enfin, dans la toute dernière partie que vous avez nommée Produire la solidarité, vous évoquez comment renforcer les liens de fraternité. Oui, et il est vrai aujourd'hui qu'en France, on ne peut pas faire un retour en arrière aux traditions et à la religion. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour illustrer vos propos, nous avons trouvé l'avis d'une lectrice qui s'appelle Laura, donc, à propos de votre roman. Donc, je la cite. Je trouve son livre très intéressant car je trouve qu'il fait le point sur les inégalités dans la société, mais il ne s'en contente pas. En effet, il donne ses propres solutions. Donc, alors, quelles sont vos recommandations? Oui, effectivement, j'en cite beaucoup des recommandations. Pour moi, il y a un sentiment profond d'exclusion de la part des citoyens. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir à la société par la démocratie participative. Je pense aussi qu'il faut élargir la justice, qu'il faut faire beaucoup plus face à la corruption, qu'il faut diversifier les élus et je pourrais en citer encore beaucoup. Donc vous recommandez aussi des changements dans le secteur éducatif? Oui, les enseignants ont l'impression d'exercer un métier difficile car le cadre est inefficace. Il y a trop d'interventions de la part des parents, de la part des élus locaux. Pour ma part, je pense qu'à l'école, on devrait apprendre beaucoup plus la citoyenneté, on devrait apprendre beaucoup plus l'autonomie ou encore la confiance. Mais en France, ces apprentissages sont plutôt réservés aux périscolaires. Oui, totalement. Donc, votre livre me fait d'ailleurs penser à une série documentaire composée de 4 épisodes diffusés sur France Culture, d'ailleurs que je vous invite à consulter. Donc, elle s'appelle L'éternel débat sur des inégalités scolaires. Donc, vous intervenez par moment même, François Dubé, aux côtés de 8 autres spécialistes comme l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. Donc, l'épisode 1 est notamment consacré à l'évolution de l'école depuis la Ve République. Et ensuite, dans l'épisode 2, qui donne la parole aux professeurs d'ailleurs, on retrouve le mal-être qu'ils ressentent, que vous évoquiez dans votre roman. Oui, et la troisième partie de ce documentaire qui est consacrée à l'intervention de l'État fait aussi référence à mon livre parce que je parle de l'intervention des pouvoirs publics. Et dans un 4e épisode, la série parle de la conscience des élèves de leurs propres inégalités. Exactement. Mais justement, pour illustrer l'exemple sur les élèves et les inégalités, donc on va écouter un extrait donc c'est un audio d'une élève de STMG qui parle de sa filière. D'accord. Moi, mon année c'est mieux passé à la fin de l'année qu'au début parce que j'ai mis un peu de temps à m'adapter
au changement entre le collège et le lycée. Toi, tu passes en quelle première? Moi, je passe en STMG et c'est un choix. Voilà, je tiens à le dire. Parce que c'est une filière qui est très mal vue. Parce que ça fait un peu, entre guillemets, classe poubelle. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai dit aux gens que j'allais en STMG, ils me regardaient tous un peu STMG. Puis même, enfin, je l'avoue, hein, même quand j'étais au collège, pour moi, quand on me disait STMG, enfin, c'est pas que je rigolais, mais... Enfin, moi, on m'avait dit que c'était pas une très bonne classe, qu'il y avait que des gens qui voulaient pas travailler dedans. Que ça allait pas être des personnes avec qui j'avais l'habitude de rester, que c'était peut-être des personnes qui venaient d'un milieu social plus pauvre. Après moi perso vraiment ça c'est, je m'en fous totalement, même si c'est vrai, même si c'est pas vrai. Les filières STMG c'est du concret et moi je préfère le concret, j'arrive mieux avec le concret. Voilà. Je vous remercie infiniment François Dubé d'avoir participé à notre émission. Donc je pense et j'espère, vous chers téléspectateurs, que vous allez vous empresser de vous procurer le livre qui s'intitule La préférence pour l'inégalité. Donc pour ma part, j'ai trouvé la lecture un peu compliquée, mais pour ce qui est du contenu, franchement, c'était très intéressant. Donc vous relevez des inégalités, vous justifiez vos choix surtout, et en plus vous apportez des solutions. Donc franchement, merci infiniment et j'espère vous revoir très vite sur un autre livre. Pas de soucis, ce sera avec plaisir. Et quant à vous, je vous retrouve mercredi prochain, même jour, même heure, avec un nouvel invité. Donc prenez soin de vous et surtout cultivez-vous. Au revoir. Au revoir.